En chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. C'est une coïncidence là. Oui, C'est une bien sûr. coïncidence. Oui. Donc vous ne voyez pas, présidente, je suis très simple. On est tous êtres humains. Oui. Salut à toi, cher auditeur ou auditrice, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode bien particulier, exceptionnel, un épisode bonus. Dans la continuité de l'épisode 3, au parc de la Tête d'Or, il retrace notre dialogue complet avec une magistrate et femme politique tunisienne. Alors pour la petite anecdote, au moment même de cette rencontre, on avait le choix d'aborder distinctivement deux femmes, et tandis que l'une marchait parmi la foule, l'autre était assise paisiblement sur un banc. Et finalement, notre instinct nous a fait pencher vers la personne assise sur le banc, et on était alors loin, très loin, de se douter qu'il s'agissait de la seule femme candidate au poste de président de la République en Tunisie en l'an 2014. On est non seulement honoré de l'avoir rencontrée, mais encore ravi de pouvoir partager cet échange. Place au fragment d'essence. Alors en fait, je vous explique, le principe c'est simple, on va à la rencontre des inconnus du quotidien et on leur pose des questions sur leur perception, sur le monde, la vie en général. Okay. C'est d'ordre philosophique un petit peu. Je m'excuse pour mon français parce que moi je ne suis pas français. Et je trouverai quelques difficultés pour choisir le mot exact. D'accord. Voilà. Alors si vos proches pouvaient vous décrire en quelques mots, comment ils vous décriraient ? Mes proches, ça dépend de mes proches. Si ce sont mes enfants, c'est une chose. Oui. Si c'est mes amis, autre chose, parce que chacun me voit d'un côté. La maman, c'est pas l'ami, c'est pas la collègue au travail. Donc, mais bon, ils peuvent dire que je suis quand même un peu sincère et stricte. Ça, okay. C'est en général. Bon, sur le plan familial, mes enfants, ils me reprochent quelquefois des choses, c'est que je me donne trop à mon travail avant, parce que maintenant je suis à la retraite. Et aussi pour tout ce qui est vie associative, parce que j'étais très engagée. Donc, ils pensent que j'ai un peu négligé ce côté-là familial. J'ai donné plus à la société plus qu'à eux. Donc, c'est un peu ça.
Par rapport à mes collègues, bon, au travail, ils trouvent que quand même je suis serviable, je suis toujours présente lorsqu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi. Sur le plan social, bon, ben, je peux me présenter un tout petit peu. Moi, je suis une Tunisienne, donc j'étais très engagée dans la vie un peu syndicale et politique même. Donc sur ce plan-là, je pense que certainement il y a beaucoup de gens qui sont de mon côté, qui essayent toujours de valoriser ce que je fais. Il y a certains d'autres, bien sûr, qui trouvent que ce que je fais, c'est pas dans leur intérêt, donc c'est un peu ça. Vous avez travaillé dans quel domaine, si ce n'est pas indiscret? Ouais, moi j'étais magistrate, j'étais à la Cour de cassation, même je suis arrivée à la Cour de cassation. Et puis j'ai pris ma retraite anticipée et là je voyage un peu et tout, donc voilà, c'est un peu ça mon parcours professionnel. Si vous aviez une expérience à retenir sur toute votre vie, c'est la première qui vous vient à l'esprit et qui vous concerne peut-être personnellement, laquelle ce serait? Moi j'ai eu une belle expérience à mon avis parce que j'étais la première femme tunisienne et peut-être j'étais la deuxième femme arabe qui s'est présentée aux élections présidentielles en 2014 et j'étais l'unique femme. Donc à travers cette expérience, j'ai fait passer pas mal de messages, aussi bien à la société tunisienne qu'au monde arabe, qu'au monde entier. Donc c'est que la femme, elle est capable quand même d'être candidate et puis elle a un programme, elle a quoi dire, disons, pour changer ce monde-là. Je me suis présentée en tant que candidate citoyenne, donc il a fallu que je rassemble et autour de moi une équipe, bien sûr, qui n'est pas... Bon, moi je suis pas contre les partis politiques, pas du tout, mais comme j'étais magistrate, donc je pouvais pas faire partie d'un parti politique. Donc moi j'étais parmi... j'avais des parrainages comme la loi prévoit, la loi électorale, il faut avoir plus de 10 000 signatures des électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales. Donc, il ne faut pas qu'ils soient dans une même région. Et moi, j'ai fait ce parcours-là pour avoir les signatures. C'était quelque chose qui m'a rapproché des gens et à travers cette expérience, j'ai essayé de comprendre comment les gens pensent de la candidature d'une femme. Et c'était une première en face de 26 candidats hommes. Et c'était pratiquement tous des candidats de partis politiques. Donc ils avaient de l'argent, ils avaient... Enfin, et c'était une expérience et qui m'a permis honnêtement de voir comment les gens raisonnent, comment ils pensent. Comment ils voient, d'abord comment ils voient l'avenir du pays politiquement et comment ils voient aussi le rôle de la femme si elle sera dans un poste assez avancé. Honnêtement, jusque-là, bon, bien sûr, la femme, elle est en train de faire des pas assez importants dans la vie sociale, mais je pense qu'elle n'est pas suffisante. C'est dû à plusieurs facteurs. Lorsque je discute avec des femmes qui sont très, que je trouve très bien placées pour qu'elles soient chefs, mais elles pensent que c'est pas encore le temps, c'est encore tôt. C'est encore tôt, c'est pas le moment pour qu'elle... Donc ça, c'est sur ce côté-là que j'ai essayé de jouer. Non, c'est le moment, il faut un commencement. Il y a aussi la société.
qu'on le veuille ou non, on vit aussi, il y a aussi la société patriarcale, il y a la société qui voit quand même la femme, elle a des rôles plus importants au foyer, tout. Donc, ça, ça demande beaucoup de travail pour changer, même je sens, même ici en Europe. Ça veut pas dire que c'est un aspect qu'on trouve dans le tiers-monde, le monde arabe, le monde ailleurs. Même ici, j'ai remarqué que la femme aussi, elle souffre un tout petit peu. Elle souffre qu'elle ait sa place comme il faut. Donc, il y a le, comment dirais-je, il y a une certaine violence politique envers les femmes. Et d'ailleurs, la violence, ce n'est pas uniquement une violence physique ou verbale, mais il y a aussi une violence politique, le fait d'attaquer la femme politique sur un volet féminin. Je pense que ça touche à sa participation. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas qu'elles soient humiliées, par exemple, lorsqu'elles donnent un discours, on l'attaque sur le plan femme, pas parce qu'elle a une concept, parce qu'elle présente une idée qu'on ne rejoint pas. Donc, ça c'est important. Donc, il faut une lutte. On continue à lutter de toute façon les femmes. L'égalité, il faut qu'elle soit une vraie égalité. C'est pas sur le plan texte, c'est tout. Et donc vous pensez qu'effectivement ça dissuade certaines femmes de s'engager? Oui. Oui, certainement. D'ailleurs, on a fait un petit film en Tunisie à propos de la candidature des femmes, soit dans pour les élections, soit présidentielles, parlementaires ou des communes et tout. On a eu des témoignages de femmes. Par exemple, il y a une femme que, lorsqu'elle a voulu se présenter, la famille de son mari se sont opposés et puis elle a demandé finalement le divorce, mais elle s'est imposée. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'elle l'empêche, mais certainement que cette femme-là, elle souffre parce qu'elle va être séparée de ses enfants. Donc, il y a quand même des dégâts, en fait. Je donne un petit exemple pour mon cas. Par exemple, lorsque je me suis présentée, mon fils il était ado, donc les panneaux, là où on met les photos et puis le programme et tout. Et c'était tout près de son lycée. Il m'a dit, jamais tu mets ça parce que mes copains, ils vont te mettre des moustaches. Donc ça, il m'a dit non, jamais. Donc ça l'a beaucoup vexé. Il était très, très fier d'un côté, mais d'autre côté, il était quand même, il avait des petits problèmes avec ses petits copains et tout, ta maman et tout, et comment elle peut faire ça. Donc ça, c'est aussi touchant, parce que déjà, tu es en face de ton fils qui est au lycée, il est arrivé à se bagarrer à cause de ça, donc c'est un peu touchant. Donc ça c'est une lutte aussi. Les hommes ne trouvent pas ces difficultés-là. Ils trouvent des difficultés, mais pas de ce genre-là. On a fait ce film-là, c'est pour montrer que la violence contre les femmes, c'est pas uniquement... Il y a aussi la violence politique aussi. Donc ça laisse beaucoup de femmes qui se retirent de la vie politique, syndicale et tout, à cause des petits problèmes de ce genre. J'ai occupé un poste dans l'association des magistrats comme le syndicat, donc j'étais la présidente de l'association, donc j'étais un peu connue dans ce sens-là, donc les gens quand même me respectaient, donc j'ai pas trouvé autant de difficultés que d'autres femmes, honnêtement. Donc ça m'a... C'est un point positif pour moi.
pensez avoir inspiré d'autres femmes à se lancer? Certainement, oui, certainement. Donc, après les élections présidentielles, il y avait aussi les élections parlementaires et beaucoup de femmes se sont présentées. Et nous, à ce moment-là, parce que on a lutté, pas uniquement la présentation des femmes, que les femmes soient présentes sur les listes, mais il faut qu'elles soient tête de liste, parce que ce n'est pas... on peut participer, mais être dans les derniers rangs, donc ça ne passe pas. Donc c'était important. Donc il y avait quand même à ce moment-là pas mal de femmes, qui sont arrivées à être des membres du Parlement. Bon. Moi, je ne suis pas du tout contre une femme qui se présente, mais il faut qu'elle remplisse sa place. Voilà, ça c'est le plus important. C'est pas parce qu'on veut avoir. Ils disent bon, la femme n'est pas encore qualifiée, mais qualification, c'est quoi la qualification? Est-ce que tous les hommes qui sont élus ils sont qualifiés? Je pense que ce n'est pas sûr. Donc, pas réservé uniquement aux hommes la qualification. D'ailleurs, on voit pas mal des membres des parlements ou des pays qui n'ont rien à donner. Donc, ils sont là juste pour... c'est un nombre, un chiffre, c'est tout. Non, la légitimité, c'est vrai. Bon, ça dépend. Moi, si je vote pour quelqu'un, c'est pas parce qu'il fait partie de mon entourage familial ou mon entourage, parce que c'est quelqu'un qui habite le quartier. Il faut que je vois d'abord son programme, qui peut défendre mes intérêts, pas uniquement intérêts matériels, mais c'est important aussi, ça c'est important, mais aussi mes convictions. Donc, mais si j'ai quelqu'un qui il est légitime, on a beaucoup de gens qui sont élus, mais en fait ils font pas avancer le pays, au contraire. Bon, ils ont obtenu des voix, mais à la fin on se rend compte que en fait c'est pas cette personne-là qu'on a, c'est pas ça qu'on a cherché. C'est vrai, on va l'avoir sur le dos pendant 4 ou 5 ans, ça dépend de la légitimité. C'est une arme à double tranchant, je pense. La légitimité, c'est pas lorsque on voit quelqu'un à la télé ou sur les réseaux sociaux déclarer qu'il est... Il faut le voir dans sa vie même familiale, parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un il est démocrate ou il défend par exemple l'égalité alors qu'on le trouve avec sa femme ou avec ses sœurs ou il réagit autrement. Donc moi ça c'est à travers ça que je peux peut-être le juger plus que son programme, parce que le programme, alors là on peut mettre pas mal de choses mais dont on n'est même pas convaincu, on n'est même pas, on ne sait même pas si on est capable de pouvoir réaliser au moins 5% de ce qu'on met dans ce programme-là. Les médias faussent trop l'image. Si on veut donner de l'importance à quelqu'un, alors là, on trouve tous les médias qui sont là. Donc ça, c'est aussi un problème. Et il y a des personnalités qui sont très importantes, mais ils ne sont pas soutenus, ils n'ont pas une assise qui leur permet d'être visibles plus que d'autres. Donc ça, c'est aussi important. Je suis pour des femmes qui occupent le poste parce qu'elles ont la capacité, elles ont quoi dire, elles ont des choses
amélioré. Donc, c'est pas parce qu'on est femme. Mais même dans le monde européen, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se sont présentées aux élections présidentielles. Il n'y en a pas eu depuis en Tunisie? Non, si. En 2019, il y avait une autre, mais c'est une femme qui fait partie d'un parti politique. C'est pas ma candidature citoyenne. C'est autre chose. Donc, elle s'est présentée en tant que candidate d'un parti politique. Moi, j'ai présenté 18 400, alors qu'il faut 10 000. Donc ça, c'est important parce qu'il faut se déplacer pendant... Et c'était une période de 3 semaines uniquement. Donc on ne donne pas... Très réduit, d'une part. En plus, quelqu'un qui doit confronter d'autres candidats qui ont les moyens d'avoir des posters et je ne sais pas quoi, alors que moi j'avais que mon salaire qui était très limité. Voilà. Mais honnêtement, j'étais très très soutenue par les jeunes et peut-être je peux donner une information que je pense qu'elle est très importante sur le plan sociologique, parce que à travers ma candidature, il y avait une étude sociologique, c'est-à-dire par rapport à l'âge des gens qui ont voté pour moi. On a remarqué que ce sont les jeunes entre 18 et 35 ans. Il y avait la masse la plus importante. Et puis, les électeurs qui ont plus que 60 ans. Ils ont voté pour moi. Mais la tranche entre 35 ans et peut-être 55 ans et un peu plus, non. Donc ça, il a fallu comprendre pourquoi cette masse-là, elle n'a pas opté pour la candidature d'une femme. À part le côté politique et tout, mais c'est important parce que à travers cette étude-là, donc ils ont remarqué que les jeunes, ils veulent le changement. Donc une femme, c'est un changement. Et les électeurs au-delà de, disons, 57, parce que ce sont la génération de, nous, c'est la génération de Bourguiba, je ne sais pas, c'est le président, après l'indépendance, c'était lui qui il a misé sur l'enseignement et sur le côté femmes aussi. Donc c'est cette génération qui était prête à voir une femme présidente. Les autres non, parce que ça se comprend, parce que la deuxième tranche, disons la deuxième tranche qui est au milieu, c'est une tranche qui a vécu dans une période politique qui avait plutôt la montée des gens qui sont un peu rétrogrades. Voilà. Et sur le plan régional aussi. Avant, on disait que les gens qui vivent à la campagne sont des gens qui sont plus... entre guillemets, archaïque. Et ça j'ai prouvé que c'est pas vrai. Parce que j'ai obtenu des scores très importants dans des régions rurales. Et ça prouve que ce que on entend ou ce que on essaye de dire, c'est pas toujours la réalité, c'est pas vrai. Donc j'ai trouvé plus de difficultés dans les grandes villes que là où il y a les universités, il y avait de je ne sais pas qui, alors qu'avec des femmes très simples, des femmes peut-être qui ne sont pas très instruites, elles ne trouvaient pas de problème. Et même des hommes, ils me disaient, nous, le plus important, c'est celui qui va travailler le pays. Voilà, c'est le terme traduction arabe.
ce n'est pas important qu'il soit une femme ou homme. Ça m'a un peu, disons, donné un peu de l'espoir. Au fait, lorsque je partais, comme ça, comme vous, mais devant des marchés et tout, lorsque je posais des questions aux gens, je ne me présente pas, je ne leur dis pas que je vais me présenter aux élections. Bon, la première question, je leur dis, est-ce que vous avez un problème si une femme se présente aux élections présidentielles? C'est la première question, pour savoir à qui j'ai affaire, en fait. Et puis, après, je leur dis, voilà, vous savez que la démocratie, exercer la démocratie ou exercer le droit de vote, ce n'est pas uniquement aller le jour des élections et mettre le papier dans une urne. C'est pas uniquement ça. Vous avez aussi la possibilité de donner une possibilité à une personne de se présenter. Donc, cette personne-là sera élue. Vous allez dire, c'est ma signature qui lui a permis d'être à ce poste-là. C'est pas uniquement le vote. Le fait que je lui ai donné la possibilité de se présenter. Pour nous, la loi prévoit pour être candidat, ou bien 10 signatures des parlementaires, donc 10 parlementaires signent, ou bien 10 000. Donc, ça, moi, je trouve que c'est beaucoup plus important. 10 000, carrément, c'est démocratique. Ça donne plus de valeur. Je pouvais chercher des parlementaires pour me parrainer, mais moi, j'ai dit non. Il faut que j'aille voir comment le Tunisien raisonne, comment la Tunisienne pense. Honnêtement, maintenant j'ose le dire, j'avais pas beaucoup d'espoir pour que je sois. Mais j'ai dit, il faut commencer. Les gens avec qui j'ai travaillé, j'étais réaliste. Mais il fallait commencer. Bien sûr, pour les médias et les interviews, bien sûr, je vais être... Ça, c'est tout à fait normal. Mais au fond de moi-même, et même le groupe avec qui j'ai travaillé, c'était pratiquement à 90%, c'est des jeunes. On était presque certains que je n'avais pas passé. Mais il fallait quand même aller jusqu'au bout. Et ça, c'était important. C'était important. Quelle est votre représentation du bonheur? Ah, le bonheur. Ah, on cherche tous le bonheur. On cherche tous le bonheur, mais sauf que ce bonheur-là, il n'est pas toujours présent. Pour moi, mon bonheur, c'est de voir honnêtement les gens, ils vivent tranquillement, je connais directement ou même des gens que je connais même pas dans d'autres pays le fait de se réveiller et d'entendre qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre, ça me rend heureuse. Je vous assure, lorsque je me réveille et j'entends quand même les infos et je vois que beaucoup de situations s'améliorent dans le côté positif, ça me rend heureuse. Ça, c'est le cadre général. Donc, bon, être heureuse lorsque je réalise des choses que j'ai bien envie de réaliser. Donc, je les vois concrètement. Ça me rend aussi heureuse. J'aime bien voir les autres heureux pour que je sois aussi heureuse. Parce que je ne peux pas être heureuse lorsque je vois autour de moi des gens qui vivent des situations un peu difficiles. On est des êtres humains. À propos de réalisation, si vous aviez un projet qui vous touche peut-être particulièrement et que vous aimeriez porter au monde, à la société, si vous en aviez les moyens, qu'est-ce que ce serait? À la société en général, c'est-à-dire, pour moi, c'est la paix. La paix. Pour moi, c'est la paix. Il n'y a pas autre chose que la paix. Pour moi, c'est la paix. On peut pas vivre
normalement, on ne se sent pas qu'on est en sécurité et tout. Donc ça, c'est important. Pour moi, la paix, c'est primordial. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations? Aux jeunes? Ouais. Ah, les jeunes. Les jeunes, il faut... c'est vous l'avenir. Donc, d'abord, il faut penser à vivre et chercher le bonheur. Ça, c'est sûr. Votre bonheur et le bonheur des autres. Ouais. Donc, il ne faut pas être égoïste. On ne peut pas, comme je venais de dire tout à l'heure, on ne peut pas vivre le bonheur lorsqu'on vit dans un cadre qui ne favorise pas ce bonheur. À travers ce que nous faisons, on crée autour de nous ce cadre-là, ce cadre de bonheur, donc pour qu'on réalise qu'on vit dans ce bonheur-là. Donc ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci. Pour ce témoignage. J'espère qu'on vous a pas, pas du retardé ou dérangé. Non. J'ai du couscous à la maison, déjà préparé. J'ai pas besoin de... Je vais me reposer un tout petit peu, puis je prends la route. Bon. Voilà. Merci. Eh bien, bonne journée Allez, à vous. à vous de même aussi. Au bonne revoir. route. Au revoir. Merci. Au revoir. Et c'est la fin de cet épisode bonus. Bon, son nom est resté mystérieux durant l'échange, mais après décryptage, je tiens à remercier chaleureusement leur roulement de tambour Kaltoum Kanou pour ce riche dialogue. Notre échange a duré au total près d'1 heure, un record merveilleux pour une rencontre dans Fragment d'essence, d'autant plus qu'on n'a pas vu le temps passer. C'est clairement encourageant pour la suite. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura inspiré et peut-être même t'aura animé. Ne cesse jamais de croire en toi et en tes capacités. La clé du changement réside en ton fort intérieur. Et tu verras alors que devant toi, aucun mur pourra te résister. Et le monde, lui, pourra bénéficier de tes qualités. Bon courage dans tes épreuves. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.